Et on va revenir maintenant malheureusement sur la flambée des actes antisémites. On rappelle que 1570 actes antisémites ont donné lieu à un dépôt de plainte en 2024. On va revenir justement sur certains faits et la réponse pénale qui a été apposée avec Juliette Sadat, notre journaliste police-justice. Vous vous souvenez peut-être de Marco, 62 ans, ce sexagénaire roué de coups jusqu'à en perdre connaissance devant une synagogue dans le 20e arrondissement de Paris alors qu'il portait sa kippa. C'était en mars 2024. Son agresseur a été condamné à 2 ans de prison ferme avec interdiction de comparaître dans le 20e arrondissement pendant 5 ans. En juin de la même année, ce fait divers terrible qui n'en est plus un, le viol d'une jeune fille juive de 12 ans à Courbevoie, séquestrée, frappée et violée en raison de sa religion par 2 adolescents âgés de 13 ans. Ils ont été condamnés à 9 et 7 ans de prison ferme. Le petit ami de la victime qui lui avait tendu le guet-apens et qui avait assisté à l'agression a reçu, lui, une mesure éducative de 5 ans. Et plus récemment, on vous parlait de la violente agression d'un rabbin à Neuilly-sur-Seine, agressé alors qu'il était en terrasse, agressé par un Palestinien venu d'Allemagne en situation irrégulière. Lui, il n'aura pas de procès. Il a été hospitalisé sous contrainte après un examen psychiatrique effectué quelques heures après les faits. Voici une liste évidemment non exhaustive d'actes antisémites recensés en France. Il y en a eu 1570 en 2024. Julien Drey, la raison pour laquelle on a voulu revenir aussi sur les condamnations, c'est qu'on dit souvent qu'il est utile et vital pour nous, pour que l'antisémitisme cesse, ou en tout cas cesse d'exploser, qu'il y ait des réponses pénales. On voit qu'il y en a. Après, on peut discuter du quantum de peine, mais c'est important de rappeler que les réponses pénales, elles existent. Bah, tant mieux. Je veux dire, on peut que se réjouir que la justice se soit mobilisée et se mobilise pour sanctionner sévèrement tous ceux qui commettent ce délit. Parce que je rappelle que l'antisémitisme est considéré comme un délit dans ce pays. Maintenant, ce qui est plus inquiétant, c'est que malgré cette sévérité, il n'y a pas un jour désormais où il n'y a pas une agression. Pas un jour. Je veux dire, et quand je regarde les chaînes internationales, c'est dans tous les pays qu'il se passe quelque chose. Voilà, donc on est confronté quand même. C'est pas une spécificité française. Malheureusement, on est confronté une vague d'antisémitisme mondial comme on pouvait peu l'imaginer jusqu'à maintenant, quoi. Et le plus terrible étant que tout est essentialisé. Donc désormais, c'est pas le gouvernement israélien avec lequel on a des désaccords, c'est le juif en tant que tel. Et ça, c'est le fruit, malheureusement, de toute cette campagne, de toute cette utilisation et cette instrumentalisation du vocabulaire, parce que vous répétez en permanence génocide, mort, des images complètement manipulées, qui présentent des situations dramatiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situation dramatique, il y a des situations. Mais quand vous, à longueur de journée, vous dites ça, bah vous avez forcément des gens qui le traduisent par des actes en disant bah les Juifs sont devenus le fléau du monde. Effectivement, Arnaud Klarsfeld, pour prolonger ce que vient de dire très justement Julien, on voit comment les choses se sont faites. C'est-à-dire que d'abord, certains ont condamné la politique de Benyamin Netanyahou très tôt, par exemple si on fait référence à la France Insoumise. Ensuite, ils ont ajouté à cela un vocabulaire de génocide, argumenté de fake news, de photos qui souvent sont prises, elles ont été prises il y a des années et pas du tout sur ce conflit. Et donc, ils ont préparé les esprits et ce terreau à ce que certains légitiment leurs actions en disant « je m'en prends aujourd'hui à toute personne de confession juive » en voulant en fait le rendre responsable d'un génocide dont évidemment il n'est pas coupable et d'un génocide qui n'est pas acté. Oui, puisqu'une vaste... les ennemis d'Israël considèrent qu'une vaste majorité de Juifs de France soutiennent Israël, ce qui est à peu près vrai, hein. Et que donc ils pensent qu'il y a un génocide, ils pensent qu'Israël tue volontairement des enfants, ils pensent qu'Israël affame volontairement les gens, donc ils s'en prennent aux Juifs en se disant qu'ils ont bonne conscience, puisque ces gens-là soutiennent un régime qui est génocidaire et qui est équivalent à celui des nazis. Donc ils n'ont pas mauvaise conscience en s'attaquant à des Juifs. Ça, je suis 100% sûr. Je pense qu'ils pensent commettre une bonne action et qu'ils soutiennent un peuple qui est en train de se faire massacrer volontairement par Israël, en oubliant que c'est le Hamas qui est responsable, en oubliant que si le Hamas rend les otages et baisse les armes, la guerre s'arrête, en oubliant que toute guerre est barbare, en oubliant que les Alliés ont bombardé Dresde et Berlin, ont causé des dizaines de milliers de morts. Tout ça, ils l'oublient. Et la plupart des chaînes, sauf CNews, oublient de rappeler même
pas de prendre position, mais de faire des formes de rappel historique ou des parallèles historiques et montrer qu'Israël ne cherche pas à tuer le plus de gens possible. Bon, l'antisémitisme, malheureusement, a toujours existé. Il y a une détestation d'Israël. L'antisémitisme a muté. Aujourd'hui, avant, c'était la religion. Aujourd'hui, c'est l'existence d'un État juif indépendant. Malheureusement, c'est parti pour durer. Les Juifs doivent se préparer à des temps difficiles en Europe. Et les sanctions qu'on a vues ne sont pas des sanctions qui sont des sanctions exemplaires. Pour le viol, c'est tout à fait normal qu'il y ait une peine de prison de 7 ans. Oui. Mais il aurait pu prendre celui qui a tabassé le monsieur qu'on voit dans un état déplorable, aurait pu prendre 7 ans. La peine maximale est de 7 ans. Il y a 1 an avec sursis, 1 an et demi, j'ai vu, parce que je suis myope. Oui, mais vous avez bien vu. 1 an et demi de prison. Je me demande même si la peine n'est pas aménageable dans un sens. Donc, est-ce qu'il est en prison, est-ce qu'il n'est pas en prison? Ça, je sais pas. Et pour les paroles antisémites, il n'y a jamais de prison. En tous les cas, je n'ai pas de souvenir de quelqu'un qui est allé en prison pour des paroles antisémites. Elliot Maman, on parle beaucoup de l'importance de l'éducation. Effectivement, il y a des chiffres qui font froid dans le dos, qu'on a vu notamment au moment de l'assise, des assises contre l'antisémitisme. Il y a eu 1670 faits d'antisémitisme dans le milieu scolaire. Et ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on regarde aujourd'hui que 59% des collégiens, donc plus d'1 sur 2, et 1 lycéen sur 2 adhèrent au moins à un préjugé antisémite. Parmi les préjugés qui ont été testés, il y avait « Estimez-vous que les Juifs sont plus riches que la moyenne ? Estimez-vous qu'ils utilisent leur statut de victime de la Shoah ?» Et là, on se dit, il y a donc 1 élève sur 2 qui adhèrent au moins à un de ces préjugés. On est très loin de se dire que les générations qui viennent sont bien éduquées et vont calmer le jeu. Oui, absolument, et ça pose tout de même la question idéologique de l'intégralité de ces discours que l'on projette à l'encontre d'Israël pour donner une espèce d'assise morale à l'antisémitisme transformé en antisionisme. Et la question de l'instrumentalisation que feraient les Juifs de leur statut de victime au cours de la Shoah est intéressante parce que aujourd'hui, bien souvent, dans les agressions antisémites, on entend de la part des agresseurs une espèce de justification morale qui consiste à dire que c'est au nom du plus jamais ça qu'ils ont commis leur acte irréparable. Et c'est ça qui est absolument dramatique et qui doit nous faire insister sur l'importance des rappels historiques et de la connaissance, en effet, tant du caractère démocratique de l'État israélien, mais aussi des troubles sociaux qui ont bien souvent dans l'histoire pu amener à un antisémitisme qui a ensuite déstabilisé l'intégralité d'une société. Et par ailleurs, s'agissant de la persistance des préjugés que vous venez, des tropes que vous venez de mentionner, ce qu'il faut tout de même préciser, c'est qu'elles sont assez partagées dans divers socles idéologiques et que si l'extrémisme de droite a pu bien souvent être un facteur de diffusion de ces préjugés antisémites, il y a aujourd'hui le concours d'un discours frériste, séparatiste, qui peut aussi convaincre une partie de la jeunesse, précisément sur la question de l'Holocauste. D'ailleurs, il est intéressant de voir qu'un nombre important de collégiens estiment que l'Holocauste est instrumentalisé à des fins politiques et victimaires par les personnes de confession juive, puisque l'on sait également, et c'est documenté notamment par des rapports de Yanis Roder de la Fondation Jean Jaurès, que l'enseignement même de l'Holocauste est une véritable difficulté dans un certain nombre d'écoles en France, précisément parce que certains jeunes aujourd'hui ne veulent même pas entendre parler de la solution finale. Et un enfant sur 6 scolarisé estime que c'est faux. Voilà, donc évidemment, il faut passer un professeur. Il faut toujours rappeler que la France n'est pas un pays antisémite, c'est une minorité agissante qui est antisémite, les islamistes, l'extrême gauche, et que mon père a montré que durant la Seconde Guerre mondiale, durant l'occupation, au moment des grandes rafles de l'été 42, quand les familles juives ont été arrêtées par la police française, la population française, nourrie de valeurs républicaines et de charité chrétienne, a protesté et a obtenu un ralentissement de la coopération de Vichy avec la Gestapo. Il faut toujours rappeler que si Vichy, les Juifs doivent leur perte en France un quart à Vichy, les 3 quarts restants doivent leur survie à la sympathie bienveillante des Français et des protestations de l'Église. Et vous avez raison de le rappeler. Julien Drey, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose là-dessus, un peu sceptique. Oui, parce que je suis d'accord pour dire que la France n'est pas un pays antisémite, je suis d'accord pour dire que la France est républicaine, je suis d'accord pour dire que beaucoup de Françaises et Français ne partagent pas du tout ce qui est en train de se passer, mais malgré tout, il y a quelque chose qui a changé. Et ça, on peut pas le nier.
Et on peut se rassurer en disant, il y a des principes, comme le fait Arnaud, que je partage, mais il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé, et ce qui a changé, c'est que vous avez des institutions internationales, désormais, qui mènent campagne. Ça se joue plus haut. Et donc, ça se joue pas simplement aux individus. Le rôle de l'ONU depuis 2 ans est terrible, parce que c'est l'ONU qui a légitimé tous les discours sur les génocides, qui est même en train, regardez ce qui est en train de se passer là dans les jours qui viennent, l'ONU va mettre le Hamas comme organisation terroriste, mais comme il est mal à l'aise en faisant ça, il est en train d'essayer de sortir un rapport sur la maltraitance qui existerait à Gaza, sur les femmes, etc. Pour l'instant, on n'a pas de témoignages tangibles, mais il faut vous savez, c'est le jeu de la balance. Voilà, c'est le jeu de la balance. Mais à partir de là, eh bien, vous allez avoir des milliers de gens qui vont dire, oui, mais vous avez vu, et moi je vois dans les conversations qu'on a, il y a beaucoup de gens qui doutent sur la famine. C'est terrible la discussion qu'on a en ce moment, parce que il y a effectivement des difficultés alimentaires réelles, mais quand vous amenez des faits, comme je l'ai fait encore il y a quelques jours, je me tape une campagne incroyable sur Internet, etc. Vous avez pu le constater. Pourtant, je maintiens mes sources. Et voilà, et ça ne veut pas dire que les choses sont parfaites, mais... Non, ça ne veut pas dire qu'il y a de famine organisée. C'est ça la différence. Si vous voulez une famine organisée, vous allez au Congo ou au Ouganda. Et là, vous voyez, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis les organisations internationales. Moi, je suis quand même révolté. Mais le monde est contre Israël. Quand Israël a été créé, il y avait 46 États. Donc c'est pas vraiment un miracle que Israël la reconnaissance d'Israël par l'ONU ait été adoptée. Maintenant, il y a 193 États qui appartiennent pour la plupart au Sud global, avec en gros la Russie, l'Iran et la Chine qui sont hostiles à Israël et tous les États arabes qui sont hostiles à Israël. Donc Israël est nécessairement condamné dès qu'il y a une résolution qui passe devant l'Assemblée générale, devant le Conseil de sécurité. Les États-Unis mettent le veto, mais en 1975, une résolution est passée devant l'Assemblée générale de l'ONU disant que le sionisme était une forme de racisme. Donc les choses n'ont pas changé. Si. Donc elles ont changé dans la mesure où des pays qui jusqu'à maintenant étaient en première ligne de la résistance ne mènent plus cette résistance. Et je pense notamment en Europe. Oui, ça change les choses. Parce qu'aujourd'hui, on voit d'ailleurs tous les pays qui ont adopté cette reconnaissance de la Palestine sont tous de gauche. Parce que la gauche, l'Australie, l'Angleterre... L'Australie n'est pas de gauche. Pour l'instant. Disons la France, il le fait... La France, elle n'est pas de gauche ? Non, la France n'est pas de gauche, mais il le fait pour plaire au peuple de gauche. Donc... la gauche est devenue l'ennemi d'Israël un peu partout dans le monde. Je le regrette parce que je me considère ni de droite ni de gauche, mais c'est un fait. Et il y a eu un changement et le Rassemblement national, qui avant était le Front national et qui était l'ennemi des Juifs, se fait aujourd'hui le protecteur des Juifs et comprend les difficultés d'Israël à survivre dans un univers... Le dernier mot, je viendrai avant la pause. On peut pas dire la gauche, il y a une partie de la gauche, mais c'est pas toute la gauche. Oui. Donc c'est pas la même chose déjà. Premièrement, il y a effectivement la Renaissance, et c'est aussi inquiétant. À l'intérieur de la gauche, d'un discours antisémite qui existait à la fin du 19e siècle. Auguste Bebel disait l'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles, pour dénoncer ceux qui va. C'est vrai qu'il y a une renaissance, qu'il faut la combattre très fermement, et que c'est aussi un élément de... Oui, mais la gauche doit prendre en compte sa partie extrême, et elle ne peut plus bouger sans sa partie extrême. Non, la gauche doit rompre avec... Je n'ai pas dit par exemple que Bernard Cazeneuve était d'extrême gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était pas le débat. Terminez, Julien, s'il vous plaît. Non, je pense que la gauche doit rompre de manière... Mais on va le voir aux élections municipales. Vous allez voir dans beaucoup d'élections municipales un certain nombre de maires socialistes qui vont être, je crois, amenés à mettre à la porte la France insoumise et ce qu'elle représente.